En 1958, deux chercheurs plus connus sous le nom de William Higginbotham et Robert Dvorak souhaitent trouver un moyen d'égayer leur journée en faisant des programmes informatiques simples qui permettaient aux joueurs d'interagir avec des images affichées à l'écran. Et c'est ce qui a donné à ce que l'on peut appeler les jeux vidéo. Je mets des gros guillemets car ces premiers jeux ne ressemblaient pas aux jeux vidéo tels que nous les connaissons aujourd'hui. Pour commencer, le tout premier jeu qui se nomme Tennis for Two a été conçu pour fonctionner sur un oscilloscope. Oui, vous avez bien compris, un oscilloscope. C'était un appareil utilisé pour visualiser les signaux électriques sous forme de courbes. Cela signifie que le jeu se déroulait en 2 dimensions avec un affichage monochrome. Le jeu se jouait avec 2 joueurs, chacun contrôlant une raquette représentée sous forme de ligne sur l'écran. Le terrain de jeu était composé d'une ligne horizontale au milieu pour représenter le filet et de 2 lignes verticales de chaque côté pour délimiter le terrain. Les joueurs utilisaient un bouton et un cadran rotatif pour contrôler la hauteur de la raquette et ajuster l'angle du rebond de la balle. Une balle virtuelle était projetée d'un côté du terrain et rebondissait sur les lignes et la raquette, ce qui simulait ainsi un échange de tennis. Le jeu utilisait une simulation physique simplifiée pour déterminer la trajectoire de la balle, le rebond sur les lignes et la raquette. Et les joueurs utilisaient les contrôles pour frapper la balle et essayer de la faire passer au-dessus du filet et hors du camp de l'adversaire, marquant ainsi des points. Il est important de savoir que Tennis for Two était un projet expérimental créé principalement dans le but de divertir les visiteurs du laboratoire de Brookhaven. Le jeu n'a pas été commercialisé et n'a pas eu l'impact culturel majeur des jeux vidéo ultérieurs, mais il est reconnu comme une étape importante dans l'histoire du jeu vidéo en tant que l'un des premiers exemples d'interaction interactive entre les humains et un écran d'affichage électronique. 12 ans plus tard, les premiers jeux d'arcade sont apparus avec des titres comme Pong, qui simulait un jeu de sport tel que le tennis, ou encore Space Invader, qui a également joué un rôle important en popularisant le concept de jeux vidéo auprès du grand public. Bien que l'on commençait déjà à beaucoup parler des jeux vidéo, ce n'est rien à côté de ce qui est sorti dans les années 80. Des jeux qui, je pense, la plupart de nous y avons joué, peu importe l'âge que nous avons. Je parle des jeux tels que The Legend of Zelda, Donkey Kong, Pac-Man ou encore le légendaire Super Mario Bros. Ces jeux ont marqué l'histoire du jeu vidéo et n'a fait que de faire monter la hype de celui-ci. Puis un peu avant les années 90, avec la croissance des ordinateurs personnels, les jeux vidéo ont commencé à se développer sur ces plateformes. Des genres comme les jeux de rôle et les aventures graphiques. Dans les années 90, l'introduction de consoles 3D comme la PlayStation et la Nintendo 64 a ouvert la voie à des graphismes plus avancés, comme le jeu Super Mario 64 qui a marqué une transition majeure pour la série Mario en passant des environnements 2D à un monde 3D totalement exploratoire. Cette innovation a captivé les joueurs en leur offrant une toute nouvelle expérience de jeu. Et si je vous parle de ces jeux, ce n'est pas pour rien. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Les années 2000 ont vu l'émergence de franchises de jeux emblématiques comme Halo, World of Warcraft, Grand Theft Auto ou encore Call of Duty. Les consoles de jeux de nouvelle génération, comme la Xbox 360, la PlayStation 3 et la Wii, ont offert des expériences de jeux plus avancées. Et pour finir, à partir des années 2010, les jeux vidéo ont continué à évoluer avec des améliorations technologiques telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Les plateformes de streaming de jeux comme Twitch, YouTube et l'eSport ont également gagné en popularité, donnant naissance à de nouvelles formes de divertissement interactif. Et plus on avance, plus les jeux deviennent de plus en plus fous. Mais beaucoup de joueurs continuent à jouer aux anciens jeux, alors que comparé à maintenant, la qualité n'est plus du tout pareille. Et si les gens aiment jouer à ces anciens jeux, ce n'est pas uniquement pour la nostalgie, mais pour ce que l'on peut appeler le speedrun. Alors pour les quelques personnes qui ne savent pas qu'est-ce que le speedrun est une pratique de jeu vidéo où les joueurs tentent de terminer un jeu le plus rapidement possible en utilisant de diverses techniques, astuces, bugs et stratégies pour battre les records de temps. Le but ultime du speedrun est de réaliser le temps de jeu le plus court en respectant les règles et en évitant les tricheries. Ce qui nous plaît ou qui leur plaît, c'est le fait que ça soit satisfaisant. Il y a toujours un plaisir de voir les joueurs passer des heures, des jours, des mois ou voire même des années au même jeu à faire des enchaînements qui paraissent impossibles à faire juste pour le fait de ne serait-ce battre son record de quelques secondes. Il y a plusieurs catégories de speedrun. La plus connue, le Any%. Cette catégorie vise simplement à terminer le jeu le plus rapidement possible, en utilisant toutes les astuces, les raccourcis et les glitches disponibles. Les joueurs peuvent ignorer les objectifs secondaires ou les collectibles pour se concentrer uniquement sur la fin du jeu. On trouve aussi le 100%. Dans cette catégorie, les speedrunners tentent de compléter tous les objectifs possibles du jeu, que ce soit collecter tous les items, débloquer tous les personnages, accomplir toutes les quêtes secondaires, etc. L'objectif est de maximiser la progression à travers le jeu. On peut aussi trouver les randomizers. Les randomizers sont des modifications de jeu qui mélangent la position des objets, des niveaux et d'autres éléments, créant ainsi une expérience différente à chaque partie. Les speedrunners jouent à ces versions modifiées et doivent s'adapter aux changements. Pour continuer, le Tool Assisted Speedrun. Bien que les TAS ne soient pas des speedruns classiques réalisés par des humains en temps réel, ils méritent une mention, car les TAS utilisent des émulateurs et des outils pour effectuer des mouvements et des actions précises.
souvent en exploitant des glitches complexes qui ne peuvent être humainement possibles afin d'atteindre des temps de jeu incroyablement bas. Et je pourrais vous passer des heures à vous citer des catégories tellement il y en a, mais je vous ai listé les principales on va dire. Mais comment est né le speedrun? Eh bien en fait, les débuts du speedrun sont liés à la naissance des jeux d'arcade dans les années 1980. À cette époque, les joueurs compétitifs se sont rapidement rendus compte qu'ils pouvaient rivaliser pour obtenir les meilleurs scores dans des jeux comme Pac-Man et Space Invader. Cela a donné naissance à des compétitions informelles pour terminer les jeux aussi rapidement que possible. Cependant, la véritable essor du speedrun s'est produit dans les années 1990, avec l'avènement des consoles de jeux à domicile et l'expansion des communautés en ligne. Les joueurs ont commencé à partager des vidéos de leurs exploits, montrant comment ils parvenaient à terminer des jeux en un temps record. L'émergence d'Internet a permis aux joueurs du monde entier de collaborer et d'apprendre les uns des autres, développant ainsi des techniques de plus en plus sophistiquées pour achever les jeux rapidement. Un moment clé dans cette histoire a été l'apparition de sites web dédiés à la communauté speedrun, tels que Speed Demo Archive en 2004. Ces sites ont fourni un espace centralisé pour les joueurs de speedrun afin de partager leurs vidéos, discuter de stratégies et organiser des événements caritatifs tels que les marathons de speedrun en direct, comme le désormais célèbre Awesome Games Don't Kick. Mais comment le speedrun a commencé à monter en popularité? Eh bien en fait, l'année 1993 vit la sortie du jeu Doom, qui offrait à ses joueurs la possibilité d'enregistrer leur partie directement depuis le jeu. Le fichier enregistré appelé démo permettait ensuite de visionner la partie depuis l'interface du jeu. Plusieurs sites internet furent créés pour permettre le partage de ces fichiers et permettre aux joueurs de montrer leur meilleure partie. En novembre 1994 est créé le site Comped, créé spécifiquement autour de l'idée de complétion du jeu la plus rapide, afin de recenser et conserver les meilleurs temps réalisés à Doom. À la suite du succès des communautés autour de Doom, des joueurs de Cake créent en avril 1998 le site Speed Demo Archive. Ce site deviendra l'une des références les plus importantes de la pratique du speedrun. Depuis les années 2010, on retrouve la plupart des runs sur le site speedrun.com. Et on peut dire que c'est grâce à Doom que le speedrun est encore en vie aujourd'hui. Maintenant que nous en savons plus à ce sujet, je vais vous parler de quelques exploits qui ont été accomplis au fil du temps. Pour commencer, sur le jeu Super Mario Bros dans la catégorie Any%, le speedrunner Darbian a réalisé un temps de 4 minutes et 56 secondes. Cette performance témoigne d'une maîtrise parfaite du jeu et d'une exécution incroyablement précise. Vous vous rendez compte, ce mec a fini le tout premier Mario Bros en seulement 5 minutes. Ensuite, il y a Celeste Any%. Celeste est un jeu de plateforme extrêmement difficile qui nécessite une précision et une agilité exceptionnelles pour réussir ces niveaux qui peuvent prendre des semaines voire même des mois à finir pour la première fois. Eh bien, TGH a réalisé un exploit impressionnant en terminant Celeste en 26 minutes et 34 secondes dans la catégorie Any%. Il y a aussi Super Mario 64 dans la catégorie 70 stars. Le speedrunner Simply est devenu célèbre pour ses performances rapides dans ce jeu. Il a réussi à collecter 70 étoiles, tout ça en utilisant des techniques avancées de saut et de déplacement, quelque chose qui semble impossible à mes yeux. Ou encore Super Mario Odyssey qui est sorti en 2017. Dès les premiers mois après la sortie du jeu, le record du monde était de 1 heure et 11 minutes. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en 2023 et le record du monde est de 56 minutes et 40 secondes. Vraiment c'est énorme. En 5 ans, le record du monde a baissé de 15 minutes grâce aux nouveaux bugs qui ont été découverts. Et il faut savoir que c'est comme ça sur tous les jeux. Et c'est pour ça qu'il est important de noter que dans le speedrun, chaque seconde compte. Et que les joueurs passent leur vie sur le même jeu juste pour ne serait-ce gratter quelques secondes. Et des exploits comme ça, je pourrais vous en raconter beaucoup. Vraiment beaucoup. Car il y a des speedruns de tout et n'importe quoi. Ça peut être finir un jeu les yeux bandés, finir un jeu en faisant cuire sa console, ouais ça existe, battre son record à un jeu de société, ou encore faire un burritos le plus rapidement possible. Genre, oui, il y a tout et n'importe quoi. Mais dans l'univers du speedrun, chaque seconde compte, chaque saut est calculé, chaque glitch est maîtrisé. Mais au-delà des records battus, sachez que c'est la passion et la détermination qui nous unit. Le speedrun nous enseigne que la persévérance, la créativité et l'esprit d'équipe sont les clés du succès. Alors, que vous soyez un joueur, un spectateur ou un curieux, souvenez-vous que dans la course contre le temps, c'est l'amour du jeu qui nous pousse toujours plus loin.